Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la 10e séance du Printemps de l'économie qui aura pour thème les inégalités sociales de santé en France. Pour entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques faits signifiants sur la situation en France. Dans notre pays aujourd'hui, à 35 ans, les cadres ont une espérance de vie plus longue de 6 ans que les ouvriers selon une étude de l'INSEE. Près de 8% de la population ne possède pas de complémentaire santé. Cette proportion atteint même 14 à 19% de la population parmi les catégories professionnelles les moins élevées. Une étude Ipsos pour le Secours populaire, parue en septembre 2016, souligne une progression de la précarité en France. Plus d'un Français sur deux se sentirait menacé par la pauvreté et pourrait renoncer à se soigner pour des raisons économiques. Ces réalités mettent en lumière un écart d'inégalité sociale qui ne cesse de se creuser en termes d'accès aux soins. Et pourtant, le droit à la protection de la santé est reconnu par le préambule de la Constitution de 1946. Chaque personne malade a le droit de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus. À nos côtés aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir donc Madame Sandy Tubeuf. Vous êtes professeure associée en économie de la santé à l'Université de Leeds, au Royaume-Uni, et sous-directrice de l'unité académique d'économie de la santé dans la faculté de médecine de Leeds. Vous êtes titulaire d'un master en économie publique et d'un doctorat d'économie. Et durant votre doctorat, vous avez été accueilli à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé à Paris. Également, donc, Bénédicte Apoué, qui est membre associé à la Paris School of Economics, chargée de recherche au CNRS. Vous êtes titulaire d'un doctorat en économie de l'EHESS. Vos activités de recherche portent notamment sur le rapport entre le revenu et la santé, et vous travaillez aussi sur le paludisme. Lise Rochette, vous êtes donc professeure de l'université Paris Panthéon-Sorbonne, Vous avez fait partie de la Haute Autorité de Santé. Vous avez un doctorat en économie de la santé de l'université de York. Vos travaux de recherche portent sur l'évaluation des politiques publiques, avec un intérêt tout particulier pour la régulation en termes d'efficience et d'équité des systèmes de santé. Et Monsieur Guy Lenoy, donc vous êtes directeur de l'unité médicale de recherche cancer et prévention à l'université de Caen. Vos principaux axes de recherche concernent les facteurs de risque professionnels et environnementaux des cancers, le dépistage des cancers, l'étude des disparités sociales et géographiques dans la prise en charge des patients atteints du cancer. Pour structurer et modérer le débat, Madame Bérénice Roquefort-Giovanni, vous êtes journaliste à l'Obs. Vos principaux sujets d'investigation portent sur les tendances sociétales, la santé notamment, la famille, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la justice, la religion. Bonjour. Donc, je suis Bénédicte Apoué et donc je vais faire une présentation un peu générale sur les inégalités sociales de santé et puis me concentrer sur le cas de l'enfance. Les historiens et les géographes ont mis en lumière une association entre le statut social et l'espérance de vie, donc une inégalité devant la mort, dès le XVIIe siècle, mais c'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'on a commencé à prendre conscience de ces inégalités. Et aujourd'hui, il y a un très grand nombre de travaux en sciences sociales, en épidémiologie, en économie de la santé, en santé publique, sur cette association entre les conditions économiques et l'état de santé. Donc c'est une association qu'on observe tant au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique. Donc, je vais commencer par vous montrer une courbe qui s'appelle la courbe de Preston, qui en fait montre au niveau macroéconomique un lien entre l'espérance de vie et le produit intérieur brut. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est différents pays. Pour ces différents pays, on a un point qui représente leur niveau de PIB et l'espérance de vie moyenne dans le pays. Donc, ce que vous observez, c'est qu'il y a une relation croissante. Donc, à mesure que le PIB augmente, l'espérance de vie augmente aussi. Et vous voyez que cette courbe a une forme assez particulière, une forme concave, en fait, qui signifie que pour des niveaux assez élevés de PIB, on a toujours une augmentation de l'espérance de vie quand le PIB augmente, mais cette augmentation est plus faible que pour des niveaux de PIB assez plus bas.
Ce lien positif entre les conditions économiques, donc ici mesurées par le PIB, et l'espérance de vie, on la retrouve aussi à l'intérieur des pays. Donc, comme Sarah vient de le dire, si on prend des données assez récentes de l'INSEE, ici, ce que vous voyez, c'est le statut, la profession, et puis l'espérance de vie à 35 ans pour ces différentes professions. Donc, si vous regardez deux cas extrêmes, qui seraient les cadres, donc, qui représenteraient des conditions sociales assez élevées, et de l'autre côté, les ouvriers, donc des conditions sociales qui sont plus faibles. Et si vous regardez la période la plus récente, vous voyez que pour les hommes, il y a une différence d'environ 6 ans d'espérance de vie entre les deux groupes. Pour les femmes, cette différence est moindre, puisqu'il y a seulement 3 ans d'écart d'espérance de vie entre des femmes ouvrières et des femmes cadres. Mais bon, 3 ans, ça reste quand même assez significatif. Et puis, du point de vue de l'évolution à travers le temps, ça semble assez stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ces inégalités face à la mort aient décru ou aient augmenté à travers le temps. Elles sont restées assez similaires. Donc, en fait, de voir ce niveau d'inégalité, ça permet de nuancer un constat qu'on fait souvent. C'est-à-dire, souvent, en France, on dit qu'on a une espérance de vie moyenne qui est assez élevée, et c'est vrai. Donc, par exemple, si on prend des données internationales de 2015, la France arriverait à une 9e place. Donc, ça serait le 9e pays où l'espérance de vie moyenne serait la plus haute. Mais par contre, quand on regarde la dispersion sociale de cette espérance de vie, ça permet quand même de nuancer le constat, puisqu'on se rend compte qu'on peut en moyenne bien réussir, mais par contre, dans les inégalités, avoir quelque chose d'assez dérangeant. Ce qui est important de voir, c'est que tant au niveau macro, donc quand vous voyez cette courbe de Preston, ou au niveau micro, donc quand on regarde des données françaises, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un effet de pauvreté. Donc ce n'est pas comme si d'un côté, il y aurait une population pauvre qui aurait une espérance de vie qui serait plus faible que tous les autres. En fait, c'est une idée de gradient, c'est-à-dire que où qu'on soit dans la distribution des conditions économiques, toute amélioration des conditions économiques s'accompagne d'une amélioration de l'espérance de vie ou de l'état de santé. Donc, sur la courbe de Preston, ça se voyait, c'est-à-dire que vous prenez un pays riche et un pays très riche, et bien dans le pays très riche, en moyenne, l'espérance de vie sera plus longue. De même, en France, si vous prenez la population, vous prenez quelqu'un qui est très riche par rapport à quelqu'un qui est seulement riche, entre guillemets, l'espérance de celui qui est très riche sera supérieure. Donc c'est vraiment une idée de gradient, vraiment quelque chose qui est continu et non pas un simple effet de pauvreté. Ouais. Ensuite, là, sur le premier graphique et sur ce tableau, j'ai voulu mettre en lumière des inégalités d'espérance de vie, mais en réalité, si on utilisait des tas d'autres mesures d'état de santé, donc par exemple les maladies chroniques ou alors la santé subjective qui capte le sentiment que les individus ont de leur propre état de santé, donc quelque chose de très subjectif, on arriverait au même constat, c'est-à-dire des disparités sociales significatives. De même, là j'ai utilisé deux mesures des conditions économiques, d'abord le PIB et puis ensuite la profession, mais si on utilisait d'autres choses comme la classe sociale, le revenu, le niveau d'éducation, le patrimoine, on parviendra exactement à la même conclusion. C'est-à-dire, quel que soit l'indicateur qu'on utilise, on arrivera à cette idée de différence significative. Voilà. Donc, ensuite, peut-être que ce que je dois dire, c'est que j'ai mis l'accent sur la France, mais on pourrait parler de tas d'autres pays développés, en incluant des pays qui ont des systèmes de santé universels. On arriverait au même constat également. Et si on essaie de faire des comparaisons pour essayer de positionner la France par rapport à d'autres pays développés, donc au sein des pays européens, la France a un niveau d'inégalité sociale de santé qui est moyen ou élevé, selon les indicateurs qu'on utilise, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas faible, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la bonne moitié, entre guillemets. En fait, donc, si on est capable de bien décrire ces inégalités en utilisant de multiples indicateurs, en revanche, on a d'assez
d'assez forts problèmes pour bien comprendre le sens de cette association entre conditions économiques et état de santé. Donc globalement, pour les économistes, il y a 3 façons de comprendre cette association. Et on n'est pas tout à fait au point sur laquelle de ces interprétations est vraiment la bonne. Donc la première interprétation, ce serait de dire ce sont les conditions économiques qui vont avoir un effet causal sur la santé. Donc cette histoire, ça serait quelque chose comme un individu qui a un revenu plus élevé serait capable d'avoir accès à des soins de meilleure qualité, par exemple, serait capable d'acheter de la nourriture de meilleure qualité, aurait des conditions de logement supérieures, et tout ça, au final, se traduirait par un meilleur état de santé. Donc ça serait une première façon de comprendre les choses. Ensuite, on peut dire l'exact contraire, c'est-à-dire on peut penser qu'au contraire, c'est parce qu'un individu est en bonne santé c'est que ses conditions économiques sont bonnes. Donc typiquement, un individu est en bonne santé, donc il va être plus productif au travail, ou alors grâce à sa bonne santé, il va faire de bonnes études, et grâce à cela, son statut socio-économique sera supérieur. Donc c'est l'histoire exactement opposée. Et il y a finalement une troisième histoire pour expliquer cette association entre le statut socio-économique et l'état de santé, qui est l'idée qu'il y aurait des variables qui seraient difficilement observables et qui créeraient une relation entre statut socio-économique et santé, sans que pour autant il n'y ait aucun lien de causalité entre les deux. Donc typiquement, on pourrait se dire qu'il y a des individus qui sont très impatients ou très impulsifs, et parce qu'ils sont très impatients ou très impulsifs, ils vont avoir un statut socio-économique moindre et ils vont avoir un état de santé moindre. Et ça va créer une association entre conditions économiques et état de santé, alors qu'il n'y a aucun lien de causalité entre ces deux variables. Donc voilà. Aussi, d'autres types de variables qui sont difficilement observables, qui pourraient créer un lien, ce serait tout ce qui est génétique. Donc, est-ce que la génétique pourrait expliquer qu'il y a une association entre conditions économiques et état de santé? C'est une question encore ouverte, en fait. Voilà. Donc, en fait, pour essayer de mieux comprendre cette association qu'on observe chez les adultes et pour essayer de simplifier le problème, dans mes travaux, en collaboration avec Pierre-Yves Joffard essentiellement, nous sommes penchés sur ce qui arrive aux enfants, c'est-à-dire savoir s'il y a un lien entre le statut socio-économique de la famille et l'état de santé des enfants. Donc ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est intéressant d'abord parce que quand on s'intéresse aux adultes, il y a toujours l'idée qu'une partie des inégalités serait juste et une autre injuste. Et il est assez difficile de faire le lien de tracer une frontière entre les deux. Et Sandy vous reparlera de ça, de ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais quand on s'intéresse aux enfants, il est assez évident que ces inégalités sont par définition injustes. Donc cette question philosophique sous-jacente, on peut un peu la mettre de côté. Et ensuite, il y a un autre intérêt à vraiment regarder ce qui se passe pour les enfants, c'est que ça permet de simplifier l'interprétation. C'est-à-dire qu'il est évident dans un pays développé comme la France que les enfants ne travaillent pas, que l'effet de leur état de santé sur le statut socio-économique de leurs parents est assez faible. Donc finalement, si on observe une association entre les conditions économiques de la famille et l'état de santé des enfants, c'est sans doute parce qu'il y a un effet causal de ces conditions économiques sur l'état de santé, et pas le contraire. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est principalement deux choses dans nos analyses. La première chose, c'est que ces disparités d'état de santé, elles sont visibles dès le plus jeune âge. Donc sur ce graphique-là, par exemple, on avait pris des données de l'IRDES, donc sur les 10 dernières années environ, et on a essayé de montrer un lien entre le revenu, donc c'était des quantiles de revenus, et un état de santé moyen. Donc cet état de santé moyen, c'était quelque chose de subjectif, c'est-à-dire ça captait l'impression que les parents avaient de l'état de santé de leurs enfants. Donc quelque chose de subjectif, pour autant, c'est pas totalement n'importe quoi, parce que c'est quand même associé à des choses plus mesurables, plus objectives. Donc, et là, ce qu'on voit typiquement, c'est que pour tous les groupes d'âge, y compris pour le groupe d'âge des 0-3 ans, donc vraiment les tout petits, il y a un lien positif entre revenus et cet état de santé subjectif. Donc à mesure que le revenu augmente, l'état de santé moyen de ces enfants s'améliore.
quel que soit leur âge. Et la deuxième chose qu'on a pu observer dans nos analyses, c'est qu'en plus d'y avoir un lien entre les conditions économiques et l'état de santé, ce lien il se renforce à mesure que les enfants grandissent. Donc c'est ce que vous voyez sur ce graphique-là, qui en fait représente l'association entre conditions économiques et état de santé en fonction de l'âge. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'au moins à partir de 6 ans et jusqu'à 17 ans, on a l'impression qu'il y a une pente plutôt positive. Donc, ce qui voudrait dire en fait que les conditions de vie dans la famille auraient un effet qui serait cumulatif sur l'état de santé de ces enfants. Et donc, ça, ce sont des choses assez intéressantes dans la mesure où, dans le débat public, on a beaucoup parlé des inégalités sociales en matière d'éducation chez les enfants. Donc, en disant qu'en France, il y aurait un problème qui est vraiment que les enfants de milieux défavorisés seraient vraiment en moyenne beaucoup plus à la traîne dans tout ce qui est réussite scolaire. Et évidemment, c'est de fortes inégalités de santé pourraient en partie expliquer ces inégalités dans la sphère éducative. Sur l'existence de disparités dans l'enfance, la France ne fait pas exception. Donc, comme pour tous les autres pays européens, comme dans les autres pays européens, on observe aussi ces disparités. Par contre, quand on regarde l'évolution de ces disparités, c'est-à-dire cette idée qu'elles se renforcent à mesure que le temps passe, à mesure que les enfants grandissent, là, il y a quelque chose de spécifique à la France qu'on observe aussi aux États-Unis et au Canada, mais qu'on n'observe pas dans tous les pays. Donc, par exemple, dans des pays comme l'Allemagne, il est clairement établi qu'il n'y a pas de renforcement des inégalités à mesure que les enfants grandissent. Sur la Grande-Bretagne, il y a certains débats. J'ai plutôt l'impression que non, mais ce n'est pas aussi clair que pour l'Allemagne. Donc en fait, tout ça, ça débouche quand même sur l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire, que font d'autres pays européens afin d'empêcher ce renforcement des inégalités à mesure que le temps passe. Alors la première idée qui vient à l'esprit, ce serait de se tourner vers tout ce qui est soins, c'est-à-dire essayer d'améliorer l'accès aux soins des enfants et puis des adultes. Le fait est que la littérature en économie de la santé dit plutôt que les soins ne jouent qu'un rôle mineur dans l'état de santé. Donc en fait, s'attaquer à tout ce qui est soins, ce serait sans doute utile, mais dans tous les cas, ce serait insuffisant. Ça permettrait peut-être de réduire un peu le gradient, de réduire un peu l'augmentation, mais en aucun cas, ça ne permettrait de l'annuler. Par contre, des pays qui ont vraiment réussi à réduire le niveau d'inégalité chez les adultes et chez les enfants ont lancé des politiques très globales, donc des politiques notamment qui s'attaquent aux conditions de vie, donc conditions de logement des enfants en particulier, conditions d'accès à l'emploi des parents, conditions de travail des parents. Et ça, il semble, au moins dans 3 pays européens, que ça ait donné des résultats très positifs. Donc, la conclusion, ce serait de dire que pour agir contre ces inégalités dès l'enfance, ce qu'il faudrait, ce serait en fait avoir le courage de mettre en œuvre des politiques beaucoup plus globales que des politiques qui s'attaqueraient seulement aux soins. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, ça marche. On passe directement à moi, en fait. Oui, voilà. Bonsoir. Sandy Tubav. Donc, je vais vous parler en fait des inégalités de santé, mais plutôt de la partie qu'on appelle des inégalités des chances. Donc, tout ce qu'a présenté Bénédicte, en fait, était vraiment lié à la catégorie sociale, par exemple, de l'individu actuel ou de ses parents. Et les travaux que j'ai faits, en fait, sont plus sur les adultes, mais on s'est rendu compte de l'importance, en fait, qu'avaient les conditions dans l'enfance sur la santé d'un adulte, même, en fait, bien après qu'il ait quitté son foyer. Donc, si on peut regarder le graphique que j'ai, le premier graphique, voilà. Donc là, le premier graphique est assez similaire aux choses dont parlait Bénédicte au début de sa présentation. Vous représentez ici l'état de santé de l'individu. Alors là, c'est un état de santé qu'un individu, par exemple, reporte lui-même dans une enquête en population générale,
Donc on lui demande comment est votre état de santé en général, et la personne répond très bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais. Donc c'est ce que vous avez sur l'axe des abscisses. Et là, en fait, ce que j'ai représenté, c'est la fonction de répartition de l'état de santé de ces individus en fonction de leur profession. Donc, il y a différentes catégories socio-professionnelles. Donc, vous avez par exemple les agriculteurs, les artisans commerçants, cadres dirigeants, professions intermédiaires, employés, ouvriers et les personnes au foyer. Donc là, en fait, on représente la santé de quelqu'un en fonction de sa catégorie socio-professionnelle actuellement. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit peu des différences entre les uns et les autres. Alors, la façon d'interpréter en fait ce graphe, c'est que si la fonction de répartition est toujours au-dessus d'une autre, eh bien, l'individu, en fait, a un état de santé qui est pire. Et donc là, je pense que vous voyez assez clairement, dans le graphique, que, par exemple, les ouvriers et les agriculteurs ont une distribution de leur santé qui est toujours au-dessus de celle d'un individu qui va être cadre ou dans une profession intermédiaire. Et donc, plus la courbe est décalée vers la droite, plus la distribution, en fait, est favorable. Donc, en fait, la santé des cadres et la santé des professions intermédiaires est meilleure. Donc ça, en fait, c'est essentiellement le genre de choses qu'a présenté Bénédicte, où je prends la profession d'un individu avec son état de santé actuel. Mais mon intervention, en fait, que je vais présenter maintenant, aborde plutôt un sujet assez connexe, mais sensiblement différent, où je ne vais pas regarder la corrélation entre l'origine sociale de l'individu actuellement, mais je vais regarder, en fait, ses parents. Donc, je vais regarder la profession de son père et la profession de sa mère, et donc je vais regarder, en fait, l'état de santé de leurs descendants. Et donc, cette partie, en fait, c'est ce que nous appelons les inégalités des chances, puisqu'il s'agit, en fait, d'une part des inégalités de santé qui sont expliquées par des facteurs qu'on va dire non choisis par l'individu. Personne ne choisit l'endroit où il est né, personne ne choisit la profession de ses parents, et encore moins, par exemple, même leur mode de vie. Donc, en fait, l'enfant grandit dans un foyer qu'il n'a pas choisi avec certaines conditions. Et donc là, moi, je regarde un individu adulte, mais je regarde en fonction du métier de ses parents. Donc, si vous voulez, en fait, l'ensemble de mes travaux avec Florence Juzeau et Alain Tranois a été de se dire qu'on peut naître dans un milieu d'une certaine origine, et en fait, c'est un peu comme si on tire un billet de loterie, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et quelquefois, en fait, on s'en rendra compte que bien plus tard. Donc maintenant, si on peut regarder le graphique 2. Donc le graphique 2 est assez similaire au premier, mais ensuite on regardera avec la maman. Donc là, ce sont les professions, mais des papas. Donc on prend l'état de santé d'un individu à l'âge adulte. De la même façon, on représente les mêmes courbes, et là, ce sont la profession du père. Et là, par exemple, vous vous rendez compte qu'il est clair que la fonction de répartition de l'état de santé des fils ou des filles, par exemple, d'agriculteurs et d'ouvriers, et même aussi d'artisans et commerçants, est toujours au-dessus de la distribution, en fait, des fils de cadres, d'employés ou de pères dans les professions intermédiaires. Donc là, à nouveau, on se rend compte que la santé est plus favorable si notre papa était dans une catégorie sociale, en fait, supérieure. Donc maintenant, on observe en fait un avantage plus marqué dans cette distribution. Et si maintenant on regarde le graphique qui suit, donc là, c'est les mères. Et donc en fait, les mères, c'est un peu la même chose qu'on observe, sauf que là, on a des distinctions en fait beaucoup plus marquées entre chacune, où on voit vraiment que chaque catégorie sociale en fait se différencie l'une de l'autre. Donc là, on retrouve un petit peu l'idée dont parlait Bénédicte de gradient. Plus on va monter en fait dans la catégorie sociale, plus l'état de santé sera favorisé. Donc, ces graphes, en fait, sont vraiment une approche qu'on va dire non paramétrique, parce qu'elle s'intéresse uniquement à deux caractéristiques, par exemple l'état de santé de son individu et la catégorie socio-professionnelle de ses parents. Mais nos travaux, en fait, sont allés un peu plus loin. On a essayé de poursuivre les analyses en regardant, en fait, d'autres éléments et surtout en contrôlant de l'individu, en fait, de sa catégorie sociale actuelle. Et donc, nos travaux, en fait, ont montré qu'au-delà de cette corrélation qui va exister entre la situation actuelle de l'individu et sa santé, eh bien, son état de santé à l'âge adulte est influencé directement par la profession de la maman. Donc, c'est-à-dire que votre maman, en fait, va avoir un impact, sa catégorie sociale a un impact, en fait, sur l'état de santé que vous avez. En revanche, le statut socio-économique du père influence le statut socio-économique que l'individu obtient, qui lui-même influence sa santé. Donc c'est ce qu'on dit indirect. Donc en fait, avec le père, il y a une reproduction sociale qui est assez marquée et qui influence ensuite la santé, alors que pour la mère, on est sur un effet direct. Donc les travaux qu'on a faits ont en fait rallongé d'autres travaux économiques qui avaient été faits déjà sur le revenu. Et donc Alain Tranois avec ses collègues avaient montré que, par exemple, une hausse de revenus de 10% des parents
était associée avec une hausse de 3 à 4% du revenu des enfants arrivés à l'âge adulte. Donc, nous, on a mis en évidence en fait, des inégalités des chances en santé, alors qu'il y avait déjà des inégalités des chances en revenus qui a été montrées. Donc maintenant, si on essaie un petit peu de revenir à l'inégalité totale de santé. Donc, si vous avez bien compris ce que je voulais présenter, c'est que l'inégalité des chances, c'est une petite partie, enfin relativement large tout de même, mais c'est une partie de l'inégalité totale de santé. C'est la partie en fait qui va être liée aux conditions dans l'enfance. Donc, si on s'intéresse à essayer de comparer l'inégalité totale de santé et la contribution de l'inégalité des chances à cette inégalité. Donc maintenant, par exemple, on pourrait se dire, mais qu'en est-il du reste de l'Europe? Et si on peut regarder le graphique qui suit, là, je vous présente en fait, les résultats de différents pays d'Europe et on voit tout de suite que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Donc la barre en fait, la plus longue avec le clair, ça vous donne une idée de l'inégalité totale. Et puis la barre plus sombre, en fait, montre la part de l'inégalité des chances en santé dans cette inégalité totale. Donc là, on voit bien que l'inégalité de santé, elle va de 1 à 2, avec des valeurs faibles dans les pays du nord de l'Europe et des valeurs plus élevées dans l'Europe du Sud, avec aussi l'Allemagne et l'Autriche. Donc la France, qui peut par exemple se prévaloir d'avoir un système de santé assez efficace, mais relativement coûteux, n'est pas particulièrement bien placée. Vous la voyez, elle est assez centrale ici. Et donc l'Espagne est le pays qui serait le plus inégalitaire sur l'échantillon qu'on avait. Les inégalités des chances, donc cette part en fait des inégalités liées au milieu social d'origine, c'est la partie la plus sombre que vous observez. Et donc là, on peut par exemple voir que la part occupée par la contribution de l'inégalité des chances dépasse à chaque fois 50% de l'inégalité totale. Donc, si vous voulez, le phénomène qu'on essaie de mettre en lumière ici est quand même quelque chose de très important. Et alors maintenant, si on s'intéresse peut-être au classement en fait, des pays, donc il y a un certain classement des pays du plus favorisé au plus défavorisé avec l'inégalité totale de santé. Et si on essaie d'imaginer le même classement, mais d'inégalité des chances, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques changements. Donc la Belgique et l'Italie font par exemple un peu mieux en termes d'inégalité des chances qu'elles ne faisaient en termes d'inégalité totale. Mais à quelque chose près, en fait, on se rend compte que la séparation qui existe entre les pays, enfin, on va dire une Europe continentale et méditerranéenne d'un côté, et puis une Europe, en fait, avec le Benelux et les pays scandinaves de l'autre, eh bien, la même distinction s'observe avec des inégalités moins marquées, en fait, dans les pays du Nord. Et bon, par exemple, si vous regardez les valeurs, donc là, ce que je présentais, en fait, c'est ce qu'on appelle un Gini. En fait, c'est une mesure de l'inégalité à une dimension. Et donc là, si on regarde par exemple la valeur pour l'Espagne, elle est aux alentours de 0,15. Et donc ce serait par exemple moitié moindre de ce qu'on observe en fait dans les Pays-Bas ou en Suède. Donc si on me demandait à la suite de ce graphique par exemple de choisir moi, mais même peut-être vous aussi, où est-ce que vous souhaiteriez habiter en Europe, c'est probablement pas la France que vous choisiriez. Parce que ce ne serait pas le pays où il y a les inégalités des chances et l'inégalité totale de santé la plus faible. Donc maintenant, je vais terminer mon intervention. On va attendre un peu avant celui-là. J'avais oublié. Je vais terminer mon intervention en regardant en fait l'impact de la corrélation entre les comportements individuels en santé et le milieu social. Donc Bénédicte tout à l'heure a mentionné ce qu'on va appeler les inégalités justes ou les inégalités injustes. Donc j'ai tendance à parler des inégalités les plus injustes et les inégalités en fait qui vont être plus légitimes. Et donc très souvent, on entend dire que les modes de vie des individus, en fait, importent beaucoup pour leur état de santé. Et moi, donc dans les travaux que j'ai faits, on s'est intéressé à la fois aux conditions de vie et aux modes de vie des individus. Donc on peut s'interroger sur l'importance que d'autres types de facteurs tels que les modes de vie peuvent avoir sur la santé. Et de nombreux travaux ont montré en fait l'influence des modes de vie comme l'alcool, le comportement avec l'alcool, avec le tabac, la nutrition, ont sur la santé. Et aussi, surtout, dans la construction en fait, des inégalités. Et si on part du principe qu'on se dit que l'individu ne choisit pas le milieu social dans lequel il vit, peut-être qu'en fait, il choisit plus les modes de vie qu'il adopte dans sa vie de tous les jours. Donc, il est difficile de nier, par exemple, qu'il a une certaine instabilité dans sa décision de fumer ou pas, dans sa décision de faire du sport ou pas, ou d'avoir une alimentation équilibrée. Mais quand nous avons analysé en fait les inégalités de santé en France, en regardant vraiment ces deux facteurs, d'une part de milieu social d'origine ou milieu de santé d'origine, et puis mode de vie de l'individu, on s'est rendu compte en fait qu'il y a une très forte transmission entre les générations au niveau des modes de vie. Et
par exemple, il est aisé pour vous d'imaginer que la santé se transmet de parents aux enfants ou aux enfants devenus adultes, d'une part à travers des facteurs génétiques, mais aussi cela se transmet par des modes de vie qui vont être similaires, des préférences pour la santé ou des habitudes en fait en termes de recours aux soins qui vont être similaires. Et donc, dans nos travaux, on a montré par exemple qu'un individu dont les parents ont vécu relativement plus longtemps que les personnes de leur génération, donc des parents qui ont vécu plus que l'espérance de vie qu'ils avaient à la naissance, eh bien, ces individus-là, eux-mêmes, avaient en fait une proportion significative de meilleure santé. Et on a aussi, par exemple, remarqué que la probabilité d'adopter en fait un comportement de vie particulier, par exemple de fumer ou de faire des choix en fait meilleurs pour sa santé, était très liée à la profession, surtout de la mère. Par exemple, le risque d'obésité était réduit de 5 à 8 points de pourcentage si la mère avait poursuivi des études secondaires ou si la mère était toujours restée au foyer. Donc en fait, les habitudes alimentaires des individus que l'on regardait avaient en fait été vraiment marquées par les catégories sociales dans lesquelles leur mère était. Et donc cela, même encore après avoir quitté le milieu familial. Par exemple aussi, le risque d'avoir un régime alimentaire, par exemple, déséquilibré à l'âge adulte était particulièrement corrélé au tabagisme du père. Donc en fait, c'est non seulement le fait d'être fumeur, par exemple, qui va être lié en fait à ce que nos parents faisaient, mais il y a aussi en fait un genre d'accumulation de comportements en fait à risque qui va s'observer dans les familles. Donc voilà, on peut regarder la slide, la diapositive. Donc quand on mesure en fait la part totale de la contribution du milieu d'origine en comparaison avec la part des comportements de l'individu, dans l'analyse que on a faite, on s'est rendu compte en fait que les conditions de vie comptaient à presque 50%, alors qu'en fait les modes de vie comptaient par exemple pour 7%. Et le reste était par exemple des caractéristiques de genre ou d'âge. Donc maintenant, si je me concentre uniquement sur cette partie-là, en fait sur ces deux éléments de conditions de vie versus mode de vie, eh bien on est vraiment sur du 3/4, 1/4. Donc l'état de santé d'un individu à l'âge adulte est bien plus marqué par ses conditions dans l'enfance que les choix que lui-même va adopter en termes de comportement à risque à l'âge adulte. Donc ce que j'ai envie de conclure, ce que j'ai envie de dire pour ma conclusion, c'est qu'il y a des inégalités de chance en France qui justifieraient en fait la mise en place de politiques qui viseraient à les réduire, particulièrement si elles étaient concentrées sur le milieu familial. Donc des politiques de prévention et de promotion de la santé qui seraient mises en œuvre auprès des parents à risque ou des parents qui sont de milieux plus modestes pourraient aider à réduire les inégalités des chances que l'on observe sur le long terme. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis moi épidémiologiste et je travaille dans le domaine du cancer. Donc je vais forcément vous parler du cancer. Mon micro marche, oui. Pourquoi le cancer? D'abord parce que le cancer est une des maladies les plus fréquentes en France, comme dans tous les pays développés, avec les maladies cardiovasculaires. Et puis l'autre élément, c'est que on a la chance en France d'avoir un système, un observatoire en matière de cancer qui nous permet de documenter de manière assez précise, en fait, le phénomène des inégalités sociales de santé dans le domaine des cancers. Et puis, dernier élément, c'est que comme les cancers sont très fréquents, eh bien, les cancers ont une contribution majeure dans les inégalités sociales de mortalité en France, avec les maladies cardiovasculaires. Alors, je disais qu'on a un observatoire intéressant en France qui nous permet d'identifier les mécanismes par lesquels les inégalités sociales vont se construire. Et en particulier, quand on n'a que des données de mortalité dans un pays, on ne peut pas faire la part des mécanismes sociaux qui vont soit agir sur la fréquence d'un cancer, la survenue d'un cancer, ou la survie une fois qu'on a un cancer. Or, c'est très intéressant d'aller creuser dans ces mécanismes parce qu'ils sont différents. Et les façons que l'on aura d'agir sur ces inégalités sociales, selon que ce sont des inégalités sociales qui vont
agir sur l'incidence, la fréquence d'un cancer ou la survie, eh bien, ça va être très différent. Pour illustrer mon propos, donc cette diapositive qui est un petit peu compliquée, mais vous allez la comprendre très vite, la carte de France, ça vous montre tous les départements dans lesquels il y a ce qu'on appelle un registre des cancers, et c'est des observatoires qui existent depuis maintenant plus de 30 ans en France. Et donc, on a des millions de données à partir de ces registres. Et on peut regarder de quelle façon l'environnement social est un marqueur de déprivation, un marqueur de défavorisation sociale, est associé ou pas avec une surfréquence de certains cancers. Eh bien, pour l'incidence, pour la fréquence des cancers, ce qui est notoire, c'est que le sens de l'influence va être différent en fonction des localisations. Un phénomène qui va être complètement différent quand on va s'intéresser à la survie. Là, vous voyez que sur la partie gauche du graphique, vous avez des cancers qui sont plus fréquents chez les personnes qui sont les plus défavorisées. C'est des cancers que l'on sait liés au comportement, à l'alimentation, au tabac, à la faible pratique du sport, tout autant de comportements qui sont complètement socialement déterminés. Je rejoins complètement Sandy là-dessus, bien sûr. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de fumer quand on a une profession stable, qu'on n'a pas de problème pour boucler ses fins de mois. C'est beaucoup plus compliqué d'arrêter de fumer quand on sait qu'on va être au chômage, quand on sait qu'on a du mal à boucler les fins de mois. Et puis, si, par exemple, les produits de substitution ne sont pas remboursés, eh bien, la part relative que l'on a sacrifiée dans son budget pour arrêter de fumer, elle est complètement différente selon que l'on est riche ou pas, bien évidemment. Donc tous ces comportements sont profondément socialement déterminés. Le bio, vous savez combien ça coûte. Si c'est plus sain, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc très clairement, les comportements sont socialement déterminés. Donc c'est ce qui explique donc la plus grande fréquence de ces cancers chez les plus défavorisés. Et puis vous avez des cancers qui sont plus fréquents chez les personnes les plus favorisées. Ce sont les mélanomes, les cancers de la prostate et les cancers du testicule, et les cancers de l'ovaire chez la femme. Alors, pour une partie, on ne comprend pas pourquoi il y a une fréquence plus importante de ces cancers chez les personnes les plus favorisées. Et puis, pour une autre partie, et en particulier pour les cancers qui sont dépistables, là, on a une explication. C'est que le dépistage se fait beaucoup plus dans les groupes favorisés. Et donc, la surincidence que vous avez de cancer de la prostate chez les plus favorisés, c'est certainement une plus grande pratique d'un dépistage qui, je rappelle ici, est totalement inutile. Une personne de 50 ans, un homme de 50 ans qui n'est pas symptomatique, qui ne souffre pas, il ne faut pas qu'il aille chez son urologue faire un dépistage de la prostate. Donc, le singe en passant. Alors, autre caractéristique de la différence entre les cancers qui sont plus fréquents chez les plus défavorisés et des cancers qui sont plus fréquents chez les plus favorisés, c'est que les cancers qui sont plus fréquents chez les plus défavorisés, ils ont hélas un pronostic largement plus grave que ceux qui sont plus fréquents chez les plus favorisés. Le cancer du sein est heureusement maintenant un cancer que l'on soigne très bien. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui évolue très lentement, et donc il a un très bon pronostic. Voilà une caractéristique différente entre les cancers plus fréquents chez les plus défavorisés et les plus favorisés. On peut passer 2 diapos, parce que la diapo suivante, c'est la même chez les femmes. Voilà, merci. Maintenant, intéressons-nous à la survie. C'est beaucoup plus difficile d'accepter, et surtout en France, de penser qu'il y a des inégalités sociales parmi les gens qui ont un cancer. C'est le fait que les cancers soient plus fréquents chez les plus riches ou chez les plus pauvres, ça c'est quelque chose qui est assez bien reçu. Mais en revanche, en France, dans un pays qui a un système de soins qui a l'ambition d'être universel et de proposer l'égalité, on a du mal à concevoir qu'une fois qu'on a une maladie, eh bien, l'issue de cette maladie est socialement déterminée. Et pourtant, elle l'est. Et pourtant, elle l'est très fortement. Là, c'est une courbe de survie donc qui est un peu compliquée, mais on a pris l'exemple du cancer colorectal, mais ce que je vais vous dire pour le cancer colorectal est vrai pour toutes les localisations. Et c'est ce qui fait la différence aussi entre l'occurrence, l'incidence et la survie. Pour le cancer colorectal, par exemple, ici, quand on regarde la survie 5 ans après le diagnostic, il y a une différence de 10 points, de 10 points de survie entre les personnes les plus défavorisées et les personnes les plus favorisées. Et ça se répète pour tous les cancers.
Les cancers du sein, les cancers de l'ovaire. Prenons le cancer de l'ovaire, par exemple. Le cancer de l'ovaire, il est plus fréquent chez les plus riches, pour aller vite, mais une fois qu'on l'a, on a moins de chances d'en guérir si on ne vit pas dans un milieu favorisé. Voilà. Alors, c'est plus surprenant, encore une fois, merci. Ça surprend même des gens qui ont des fois autorité dans le milieu médical. Je me souviens d'une séance à la Haute Autorité de Santé. Mais pourtant, il faut essayer de comprendre, de l'expliquer. Alors, diapo suivante. En fait, les inégalités de survie, elles se construisent tout au long de l'histoire médicale d'un cancer. Donc, je ne vais pas faire le détail, mais il y a des publications qui illustrent toutes les parties. On n'a pas les mêmes traitements, on ne se fait pas soigner de la même façon, on ne se fait pas soigner au même endroit, on n'a pas le même suivi. Pour les traitements adjuvants, on a beaucoup plus de mal à faire les déplacements et à revenir tous les mois ou toutes les semaines dans le centre de recherche ou de lutte contre le cancer. Mais en fait, ce qui constitue la plus grande part de la construction des inégalités sociales de survie, c'est le dépistage. C'est le moment où l'on va découvrir le cancer. En fait, vous le savez tous, le stade d'extension de la maladie, c'est le critère pronostic numéro 1 en matière de cancer. Et c'est là, surtout pour les cancers qui sont dépistables, que se construit la majorité des inégalités sociales de survie. Et donc, si on est intéressé à proposer donc des organisations du soin qui vont permettre de corriger ces inégalités sociales, eh bien, on va s'intéresser au dépistage. Et on pourrait dire, par exemple, que le dépistage en France, il est organisé de manière égalitaire. C'est organisé partout de la même façon. Il y a une campagne nationale qui assure que partout en France, il y a la même proposition, que ce soit pour le cancer du sein ou pour le cancer colorectal, par exemple. Eh bien là, c'est une carte qui est un petit peu compliquée à lire, parce qu'en fait, on a des approches géographiques qui nous permettent de caractériser l'environnement social de chaque quartier dans une ville. Mais ici, par exemple, vous avez une étude qui vous montre qu'il y a une différence de près de 10 points de participation au dépistage entre les quartiers les plus favorisés et les quartiers les plus défavorisés. Donc il y a un système qui a l'ambition, qui a la réputation presque, de proposer la même chose à tous, et pourtant, ce système égalitaire ne produit pas forcément une équité en matière de soins. Alors, il faut... Alors, et encore plus frappant, là, je voudrais juste, encore un petit peu de temps, c'est le dépistage du cancer du sein. Et là, c'est des données qui viennent d'un département qui a expérimenté ce qu'on appelle le main mobile. Le main mobile, c'est on met un scénographe dans un camion et on va dans les campagnes les plus reculées. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Vous voyez, intéressez-vous surtout à la partie de droite, là. En fait, non seulement pour le cancer du sein, il y a une participation qui est moins bonne dans les quartiers les plus défavorisés, mais il y a une participation qui baisse de 10 points dans les quartiers et dans les communes qui sont les plus éloignés des cabinets de radiologie. Il y a une problématique de la distance en France, qui n'existe pas en Angleterre, par exemple, qui est vraiment très forte en France et qui est des fois plus forte encore que les inégalités sociales. Et par exemple, dans ce département, allez-y. Ah ben non, excusez-moi. Donc, il faut imaginer dans l'organisation du dépistage des solutions qui vont permettre de corriger l'inéquité apportée par un système qui prévoit la même chose pour tous partout. Et c'est sans doute la seule façon de réfléchir correctement pour, encore une fois, passer de l'égalité à l'équité. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à des modes d'organisation, des modes de proposition du dépistage, puisqu'encore une fois, le dépistage, c'est le noyau de construction des inégalités sociales, qui vont être plus importants, plus coûteux peut-être, pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc il faut réfléchir à des modes d'organisation différents. Ça peut être par exemple le fait qu'on va proposer, comme l'ont fait aux États-Unis des chercheurs, d'accompagner des personnes fragiles socialement dans le dépistage et dans le soin. Alors, aux États-Unis, ils font ça sur une base ethnique, parce qu'aux États-Unis, les inégalités sociales sont souvent des inégalités ethniques, et qu'aux États-Unis, on peut proposer des politiques communautaires. Dans la République française, on ne peut pas procéder de la sorte. Donc, il faut inventer un autre système. Mais en France, on a tout un tissu médico-social qui n'ont pas forcément aux États-Unis. On a les travailleurs sociaux, on a un tissu du territoire sur lequel on peut s'appuyer, en particulier. On peut proposer, ça a été fait de la région Picardie, on peut proposer d'intégrer dans l'organisation du dépistage des travailleurs sociaux qui vont, en plus des médecins, parler du dépistage aux personnes qui sont les plus défavorisées.
Et ça peut marcher. Il y a des essais qui l'ont montré. Et puis dans ce département... Non, excusez-moi, parce que j'y avais une autre diapo. Et dans ce département, du département de l'Orne, alors j'ai pas mis la diapo qui va bien, mais ils ont mis en place donc un système utilisant le main mobile, qui est un système de camion qui va apporter le dépistage chez les femmes qui ne vont pas chez radiologue. Et quand on met en plus donc, la participation de aux mains mobiles, à ce moment-là, la courbe de droite, elle est complètement plate. On arrive à effacer complètement les inégalités territoriales de participation en procédant de la sorte. Mais ça veut dire, et là vous pouvez passer la diapositive, qu'il faut proposer quelque chose de plus aux personnes qui ne participent pas. Ça veut dire qu'il faut penser, pour avoir l'équité, que le dépistage, au bout du compte, un cancer dépisté, nous coûte plus cher à la collectivité, chez les personnes défavorisées, chez les personnes qui ne vont pas facilement au dépistage, que chez les personnes favorisées. Voilà. Quand on a des difficultés pour accéder aux soins, pour voir un match de football, et qu'on a 3 caisses de bois, on peut distribuer les caisses de bois de manière égalitaire. Ça ne va pas changer beaucoup de choses aux personnes qui ne voient pas le match. Par contre, on peut penser à une autre distribution, sur la partie droite, où là, cette fois-ci, c'est une distribution qui n'est pas égalitaire, et qui permet à tout le monde de voir le match et d'avoir accès aux soins. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionnel. Bonjour, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la dernière diapo de Guy. Et du coup, je vais vous présenter finalement, dans mon intervention, une petite suite de ce qui vient d'être dit. Donc, on va en fait très directement aller sur la question de la définition de l'équité et de l'égalité, parce que je pense que c'est souvent deux notions qui sont utilisées de manière synonyme, alors même qu'il y a un vrai enjeu dans leur définition, une difficulté qui est de reconnaître que la qualité de l'égalité, c'est ce qui est égal au sens du littré, alors que la qualité de l'équité, c'est la disposition finalement à faire à chacun une part égale. Donc cette distinction, elle va nous guider tout au long de cette présentation, et c'est pour ça que j'étais très sensible, étant petite, à la diapo précédente. Je suis très sensible à tout ce qui permet de voir mieux, bien évidemment, et en particulier dans ce cadre. Alors l'OMS nous donne une définition qui est relativement large de cette notion qui est importante, qui est celle de l'équité et qui vise à réduire le gap des inégalités. Mais je pense que ce qui est ici à noter de manière peut-être claire, c'est la nécessité d'en passer par un principe d'équité, justement, pour passer finalement de la notion d'égalité ou de l'identification d'un certain nombre d'inégalités à l'idée même que certaines d'entre elles seraient acceptables, seraient légitimes, seraient justes ou injustes. On a évoqué tous ces termes et je pense que c'est important à présent de se pencher sur la question de savoir au titre de quel principe on va effectivement décider qu'une inégalité est ou pas légitime, juste, injuste, selon la terminologie que chacun pourra retenir, mais qui nous donne une idée de cette notion de contrat social. On est en pleine redéfinition du contrat social. On y réfléchit en ce moment beaucoup. C'est une chance pour nous que d'avoir la possibilité de présenter ces travaux dans ce contexte et de rappeler finalement que cette notion de contrat social, elle est propre à chaque système de santé, et c'est à l'aune des principes que chaque système a retenu qu'il faudra effectivement juger des inégalités dans un système de santé, d'où, vous l'apprécierez, la difficulté qu'il y a parfois à faire des comparaisons internationales, puisque les principes qui gouvernent les différents pays sont assez différents. Alors, juste une illustration de la façon dont on peut décliner cette notion d'équité, ne serait-ce que dans les règles d'accès aux soins de santé, puisque dans ma présentation, je vais me concentrer un petit peu plus sur la question des soins de santé, quand bien même, on l'a vu précédemment, ça n'est pas la partie la plus importante, mais pour autant, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est celle que l'on regarde plus couramment. Et donc, on voit que la mise en œuvre de principes d'équité va différer selon les pays sur au moins 4 points. Par exemple, la mise en place ou pas d'une gratuité, et celle-ci pourra être soit universelle, comme dans les systèmes de type beveridgien, typiquement le NHS anglais, conditionnée à des ressources, on aura ou pas la gratuité en fonction d'un certain niveau de revenu,
conditionné par la pathologie. C'est le système que l'on connaît bien en France des affections de longue durée. Et on aura, en fonction des choix qui sont faits par chaque système de santé, potentiellement la combinaison de certaines de ces modalités de gratuité. On a des paiements directs de la poche des usagers, comme on les appelle, donc en anglais et dans une traduction un petit peu littérale, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire ce qui reste à payer par le patient une fois pris en charge par, d'une part, l'assurance complémentaire obligatoire, mais aussi l'assurance complémentaire lorsqu'il en a une, bien sûr. Et ceci va pouvoir effectivement être mis en œuvre parfois avec l'idée que l'on va réduire une éventuelle surconsommation. C'est cette notion de ticket modérateur dont on sait bien aujourd'hui qu'il n'a pas les vertus qu'on lui prête. Il aurait plutôt tendance à creuser les inégalités, d'où la remise en cause de tout un ensemble de modalités de paiement direct, notamment en France, et certains débats sur l'avance de frais ou son contraire, à savoir le tiers payant, qui ont défrayé la chronique l'année dernière et sur lesquels je ne reviendrai pas. Le troisième élément sur lequel on peut structurer une forme d'accès plus ou moins facilité en fonction du contrat social qui prévaut dans un pays, ça va être effectivement d'imposer ou pas de passer par le généraliste pour aller vers le spécialiste et l'hôpital, donc ce qu'on appelle une filière qui existe à peu près partout, y compris en France maintenant, quoique dans une version peut-être plus légère que dans d'autres pays, et puis l'existence d'un panier de biens et services remboursés qui sera plus ou moins large en fonction, encore une fois, de ce contrat social. Alors, là aussi, la question, c'est que mesure-t-on ? On parle d'inégalité d'accès aux soins, donc on a à être vigilant sur la définition, et en particulier bien distinguer d'une part la possibilité d'utilisation, ce qui va nous amener sur des dimensions d'accessibilité géographique, et Guy en parlait précédemment, et puis l'utilisation effective, à savoir dès lors qu'on a la possibilité d'utiliser les soins, est-ce qu'on va ou pas y recourir, ce qui était évoqué précédemment sur le fait qu'on a parfois, alors même que c'est gratuit, pas toujours recours au dépistage, montre bien qu'il y a une distinction à faire entre ce qui est potentiellement gratuit, utilisable, et puis ce qui est effectivement utilisé. Juste un petit graphique pour présenter cette notion de renoncement aux soins, dont l'origine est Paul Dournion, qui est chercheur à l'IRDES, et qui, avec cette notion de renoncement aux soins, je pense, a vraiment contribué à éclairer le débat sur l'accès aux soins que j'évoquais à l'instant, et qui vous montre, en tout cas, sur ce graphique couvrant la période 98-2008, une évolution assez nette, finalement, entre le premier quintile de revenus, à savoir vraiment les plus bas revenus, et ceux qui ont d'autres niveaux de revenus, en tout cas supérieurs. On voit que le renoncement aux soins est moins important dans cette population que dans celle qui est la plus pauvre. Un autre graphique que vous trouvez sur le site de l'IRDES et qui permet vraiment de documenter toutes ces questions d'inégalité en fonction de la disposition ou pas d'une assurance complémentaire, qu'elle soit donc ceux qui sont aussi bénéficiaires de la CMUC ou les non-bénéficiaires d'une CS. Je crois que ce qui est ici vraiment remarquable dans le cadre de cette présentation et sur la base de ce graphique, c'est qu'effectivement, lorsqu'on n'est pas bénéficiaire d'une assurance complémentaire, on voit très clairement pour cette barre qui est en jaune clair et qui est systématiquement la plus haute, que le renoncement aux soins est le plus marqué, que l'on parle des soins dentaires, des achats de lunettes, des consultations ou de tous les autres soins que l'on peut trouver. Alors, on trouve sur la question que nous avons posée précédemment, qui est celle du dépistage, dont on a vu avec Guy qu'elle est absolument clé pour finalement la survie, cet aspect extrêmement important qu'évoquait Guy sur le stade d'extension de la maladie. Eh bien, on voit effectivement quelques différences de recours, et j'ai pris cet exemple parce qu'il nous est cher à Guy et moi. On a eu la grande chance de travailler ensemble à la Haute Autorité de Santé. Vous aurez compris que c'était un plaisir puisqu'on a échangé sur le cancer de la prostate que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi sur le cancer de l'utérus où on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et alors ce que l'on voit sur ce cancer de l'utérus, c'est en fait un taux de couverture du dépistage qui reste encore très bas, 57% par rapport à ce qu'il pourrait être si l'on pouvait le renforcer, par exemple avec les moyens que tu suggérais tout à l'heure. Ce que l'on voit, c'est des disparités de recours avec, par exemple, 50% de femmes qui ne sont pas ou trop peu souvent dépistées,
et 40% de femmes qui le sont trop souvent eu égard à la recommandation de la Haute Autorité de Santé, qui est en gros, si j'ai bonne mémoire, une fois tous les 2 ans pour un frottis. Et donc, ce que l'on voit, c'est que de fait, les femmes aisées ont recours au frottis de manière finalement trop fréquente, donc souvent une fois tous les ans, alors que d'autres n'ont absolument pas ce réflexe. Et donc, on se trouve dans une situation avec 50% de femmes trop peu ou pas dépistées, 40% trop souvent dépistées, et seulement 10% qui sont effectivement dépistés selon le rythme reconnu par la Haute Autorité de Santé d'une fois tous les 2 ans. Donc, des inégalités de recours, mais aussi des inégalités territoriales et qui sont liées bien sûr à la répartition, donc à la densité médicale et à la répartition des gynécologues, et puis aussi des inégalités sociales. Et c'est en cela que parfois on dit que le cancer de l'utérus est aussi le cancer de la femme pauvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous en avions fait un cheval de bataille. Et je crois qu'il faut continuer sur ce sujet. Nous continuerons, je crois, Guy, ensemble sur ce sujet. Parce qu'on voit très clairement que les femmes de ménage modeste et qui sont plus âgées sont 2 fois plus nombreuses à ne jamais avoir de frottis. C'est un sujet vraiment majeur, d'enjeu, où l'on trouve assez rarement en économie, mais pour une fois au moins, une situation où on peut, par cette modification du recours, améliorer à la fois l'efficience, c'est-à-dire avoir un système plus efficient, et l'équité, ce qui est rarement en général combiné. Et ce petit graphique, justement pour vous redire ce qui était évident, à savoir que si l'on pouvait faire en sorte que celles qui se font dépister tous les ans ne se fassent dépister que tous les 2 ans avec les mêmes moyens, on arriverait finalement à couvrir toute la population. Encore que, Guy nous rappelait qu'effectivement, pour les femmes les plus défavorisées, il faut certainement mettre en œuvre d'autres modalités. Alors, 3 petits projets qui sont des projets que j'ai la chance de mener dans le cadre de la chaire au Spinomics avec certains des chercheurs qui sont ici présents et que je salue et qui nous amènent finalement sur ce qu'on pourrait presque appeler des inégalités invisibles. Invisibles parce qu'en fait, ce sont des inégalités que l'on a beaucoup de mal à documenter. Vous le verrez surtout pour le 2e projet, mais c'est déjà le cas pour le 1er projet qui essaie vraiment d'aller très fin sur la question de l'obtention d'un diagnostic du cancer du sein, la question de l'observance, bien sûr. Et c'est un projet joint avec une équipe nombreuse, dont Sandy ici présente, mais aussi Christine Leclinch et d'autres qui sont associés à ce travail. On a très clairement sur le cancer du sein un certain nombre d'enseignements qui nous montrent, par exemple, que la mammographie permet de réduire la probabilité de développer le cancer de 24%, mais seulement 52% de la population éligible au dépistage y participe. Et donc, on retrouve cette préoccupation qui est celle de comprendre pourquoi il n'y a pas ce recours, alors même que c'est effectivement gratuit, avec un accompagnement qui est quand même assez important à partir de 50 ans. Et donc, ce que l'on met en œuvre ici, c'est un ensemble de réflexions autour de l'économie comportementale pour essayer de comprendre finalement les mécanismes par lesquels les individus vont ou pas choisir de recourir ou d'entrer dans le dépistage, quelles sont les attitudes vis-à-vis du temps, vis-à-vis du risque. Tout un ensemble de réflexions à partir de l'économie comportementale qui se rapproche beaucoup de la psychologie pour justement mieux comprendre la nature des interventions qu'il nous faut mettre en œuvre et augmenter, c'est bien l'objectif, le recours aux soins. Autre exemple, et je salue Seti Rice qui est dans la salle et qui est à l'origine de cette odyssée que nous avons faite pour partie ensemble et qui nous amène sur un territoire que j'évoquais tout à l'heure, qui est un peu celui des inégalités invisibles, parce qu'il n'y a quasiment pas d'informations sur le temps entre l'arrivée des premiers symptômes et le moment où l'on va obtenir le diagnostic final. On commence à documenter les inégalités puisqu'on parle de recours aux soins, en gros, au moment où l'on a la première consultation de soins. Mais le temps entre le moment des premiers symptômes, difficile certes à définir, et le moment du premier recours est quasiment non documenté dans la littérature. C'est tout le travail qui a été mené à partir d'une étude sur un réseau social de patients qui ont répondu à l'enquête menée par Seti et qui a permis effectivement de montrer
une piste qui pour nous est importante, qui est celle de finalement la participation sociale, le soutien social, et qui se trouve être cette notion qu'on a développée par la suite et qui s'appelle le capital social, à savoir ces réseaux, ces connaissances et la facilité que l'on peut avoir, dans certains cas, à recourir aux soins de santé par rapport à d'autres qui n'auraient pas ce soutien social ou ces réseaux. Et donc ce troisième projet que je souhaitais illustrer, c'est justement un travail un peu systématique de revue qui permet d'identifier finalement cette notion de capital social définie comme des rendements privés à l'interaction par un ensemble d'auteurs et qui va permettre finalement de mettre en évidence les mécanismes par lesquels ces réseaux, dont on parle beaucoup mais qui sont là encore assez difficiles à mesurer, vont avoir un impact sur le niveau de santé. Alors, pour vous donner une idée très simple, c'est de se dire qu'une fois que vous êtes à l'hôpital Sainte-Anne, vous êtes bien soigné, et quelle que soit finalement votre catégorie socio-professionnelle. Le problème est d'arriver jusqu'à l'hôpital Sainte-Anne, et donc ça fait partie des échanges nombreux que nous avons avec les cliniciens pour nous assurer que l'effet réseau ou encore capital social, connaissance que l'on a finalement du système et de la façon de naviguer dans le système va pouvoir être mieux partagé par l'ensemble des personnes. Et ici, on voit que le travail qui est livré et qui est vraiment un travail de revue de littérature identifie tout un ensemble d'interventions qui vont booster le capital social, qui vont aider à développer le capital social par différents moyens, la promotion de comportements de prévention, du soutien psychosocial, de la réduction du fardeau. Pour rester dans les temps impartis et surtout conclure de manière un petit peu plus large, de façon à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange, je voudrais simplement dire qu'au niveau global, si on cherche effectivement les voies d'une réduction des inégalités, et je crois que c'est ce qui ressort des au moins 2 voire 3 premières présentations, c'est l'importance d'une action qui sera correctrice, mais qui sera menée à un niveau très global, celui de la distribution des revenus. On a parlé du logement, qui est un élément extrêmement important, comme on l'appelle un déterminant de l'état de santé, donc importance d'une action globale et aussi d'une communication globale sur le risque, mais que ce risque soit en santé, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, y compris des risques environnementaux. Quand on est dans le système de santé lui-même, on est amené à réfléchir, d'une part, mais ce sont des choses bien documentées, à la coordination entre les interventions médicales et sociales, qui restent encore d'actualité, à un rééquilibrage entre le préventif et le curatif. On a montré l'importance du dépistage, une analyse des inégalités d'accès les moins visibles, ce que j'évoquais sous le terme de capital social, et puis l'importance accrue de l'évaluation de l'efficacité si les moyens sont limités. Faisons en sorte de bien les répartir, et je pense que le cancer du col de l'utérus montrait bien l'importance d'une bonne répartition des moyens. Pour conclure, l'importance, bien sûr, et ça fait écho à ce que je viens d'évoquer, d'une réduction des gaspillages dans une situation où les ressources sont limitées. Pour les économistes, c'est très important, bien sûr, de s'assurer que tout euro dépensé dans le domaine des soins de santé les fait de manière utile, mais ça n'est pas la seule chose qui nous motive. L'efficacité est une chose, l'équité en est une autre, et c'est le sujet de cette table ronde. Il nous faut donc avoir une réflexion d'actualité, comme je le disais tout à l'heure, sur les contours du contrat social, définis à la fois sur les notions d'état de santé, les premières parties de cette table ronde, et les notions d'accès aux soins, et la façon dont les futures réformes qui sont à notre porte pourront éventuellement modifier les équilibres par l'introduction de plus de marchés. Je pense que c'est un vrai sujet de débat que je vous livre, bien sûr. Et puis surtout, on a évoqué les uns et les autres la notion d'égalité plus ou moins juste. On a vraiment besoin de rendre opérationnelle cette notion d'inégalité, et ces notions sont tout à fait centrales pour nos travaux appliqués. Donc je vous remercie. J'avais une question en fait sur la place de la France au niveau européen, au niveau mondial en termes d'inégalité de santé. Et je voulais savoir qui étaient les bons élèves pour le coup, puisqu'on est relativement mal classé, et quelles étaient leurs recettes pour accéder à ces rangs-là. Qu'est-ce qui fait que dans ces pays-là, les inégalités en matière de santé sont moins marquées? C'est peut-être plus pour le coup de Bénédicte ou Sandy.
Je ne suis pas forcément le plus compétent pour répondre à cette question, mais en tout cas, pour ce qui est du domaine du cancer, en Europe, les inégalités sociales les moins marquées, c'est dans les pays du nord de l'Europe, Danemark, Norvège, toute la Scandinavie. Voilà. Et je pense que les raisons, il ne faut pas les chercher dans l'organisation des soins. Les raisons, comme ça a été évoqué, il faut les chercher dans l'organisation de la société, dans la distribution, enfin même dans la politique distributive, en matière de logement, en matière d'emploi, parce que c'est bien évidemment encore ces facteurs qui sont les vraies causes des causes. Hein. En matière de maladie, les causes proximales, c'est le tabac, c'est le comportement, etc. Mais les causes des causes, celles sur lesquelles il faut vraiment agir, c'est vraiment des causes structurelles. Et c'est, comme vous l'avez dit, le logement. Il y a en France, il y a eu une étude qui a été faite qui s'appelle Housing First, hein, et qui a été faite sur les SDF, et qui montre de quelle façon, en fait, pour les sans domicile fixe, on s'est toujours posé la question s'il fallait, et qu'il y avait des problèmes d'ordre psychiatrique, s'il fallait d'abord les traiter ou d'abord leur donner un logement. Et bien, l'étude qui a été faite montre très clairement que c'est plus efficace si on leur donne d'abord un logement. Ça leur permet après de se stabiliser, de se traiter. Voilà. Mais je suis pas le... Merci. Oui. Donc moi, les travaux que j'ai présentés montraient que les inégalités de santé étaient plus faibles en Hollande et plutôt en Suède, dans les pays nordiques. Je pense aussi en fait que la France fait face à des inégalités de renoncement aux soins dont parlait Élise, qui sont vraiment liées au fait, par exemple, qu'il y a une avance de frais. Et je pense qu'il y a certains pays qui vont avoir des inégalités peut-être moins marquées parce qu'ils vont avoir en fait un système de santé complètement gratuit au point de consommation. Donc ça n'enlève pas du tout qu'il peut y avoir des listes d'attente et que les patients ne soient pas vus rapidement. Mais je pense tout de même qu'il y a une création d'inégalité en fait dès le départ où il va y avoir à débourser pour du soin. Après, je pense que c'est toujours un peu difficile et plusieurs de mes collègues ont touché à cela aussi, c'est que le recours aux soins ne fait pas la santé directement. Et de la même façon que je parlais des inégalités des chances, donc de l'état de santé qui est influencé par des conditions de l'enfance, je pense vraiment que la famille transmet des préférences et surtout des habitudes en termes de recours aux soins. Et donc, je pense qu'en termes de prévention, de dépistage, la façon dont un individu se comporte est très liée à la façon en fait dont ses parents le faisaient durant l'enfance. Et donc, si on ne change pas des choses qui se passent dès l'enfance, eh bien, on continue à reproduire en fait les mêmes schémas. Merci à tous.